Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine En quête de sens. 1990, une loi importante, historique, est votée au Parlement. Elle dépénalise partiellement l'avortement. Une victoire après 30 ans de lutte pour les progressistes et les féministes. Cependant, l'IVG reste inscrite au code pénal comme un crime contre l'ordre des familles et la moralité publique. Alors, 25 ans plus tard, qu'en est-il? Faut-il reprendre le combat, le débat? Et que se passe-t-il chez nos voisins? J'ai le plaisir pour en débattre de recevoir deux femmes engagées. Sylvie Losberg, bonjour. Vous travaillez à la cellule études et stratégies du Centre d'action laïque. À vos côtés, Isabelle Bomboire, vous êtes médecin. Votre activité est principalement axée sur les centres de planning familial. Vous travaillez dans 4 centres, 2 en Wallonie et 2 à Bruxelles. Alors Sylvie Losberg, lorsque cette loi, l'allemand Hermann Michelsens, est votée en 1990, que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a eu des concessions à faire? Oui, donc il faut dire qu'il y a eu d'innombrables propositions de loi pour dépénaliser l'avortement en Belgique, à partir d'une revendication qui commence dans les années 60, mais qu'il a fallu un changement de gouvernement à la fin des années 80 pour que la proposition de loi de Roger Lallemand, le socialiste, et la libérale flamande Lucienne Hermann Michelsens soit finalement discutée. Et cette proposition de loi a fait des concessions, au fond, à la revendication première, qui était de dépénaliser totalement l'avortement. Et parmi ces concessions, on peut noter notamment la diminution du délai légal. On proposait 15 semaines, on a dû diminuer à 12 semaines. On a dû inscrire aussi la notion de détresse. Donc il faut que la femme soit dans un état de détresse attesté par un médecin pour avoir recours à l'avortement, par exemple. Et donc, les conditions, au fond, ce sont des concessions qui ont été faites aux anti-avortements, qui étaient encore très très nombreux à l'époque en Belgique. Alors pourquoi est-ce que l'IVG reste à cette époque-là inscrite au code pénal? À cette époque-là et aujourd'hui toujours, comme vous l'avez dit, parce que c'est considéré comme un crime, mais comme un crime qu'on peut absoudre ou pardonner en fonction de certaines conditions. Donc c'est vraiment, on va dire, un compromis qui a permis finalement d'avoir un encadrement médical légal, mais l'encadrement médical existait déjà sur le terrain, puisqu'on pratique des avortements en Belgique dans des centres extra-hospitaliers depuis 1974. Alors justement, la mesure de santé publique qui était réclamée par le docteur Willy Peers, un grand nom de la lutte pour l'avortement, on l'a peut-être un peu oublié, on est toujours dans le délit de mœurs. Qu'est-ce qui stigmatise? Pourquoi stigmatise-t-on encore aujourd'hui l'avortement dans nos sociétés? Et est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose dans l'émancipation de la femme alors? Alors, il est clair que la revendication, c'était l'autodétermination des femmes, que c'est aux femmes de décider si elles veulent ou non porter un enfant, le mettre au monde et puis s'en occuper. Parce qu'il n'y a pas que la grossesse, il y a quand même le rôle de mère et ça conditionne toute une vie. La difficulté aujourd'hui, c'est que alors que c'est tout à fait accessible, que c'est pratiquement gratuit en Belgique, les prix sont très très modiques puisque c'est remboursé par la sécurité sociale, dire qu'on a fait un avortement, c'est toujours très compliqué. Et donc il y a une ambiance, je dirais, qui fait que les femmes n'osent pas le dire. Mais ce n'est pas une ambiance qui vient de nulle part, parce que par exemple, quand on regarde le site du ministère de la Santé publique en Belgique, il n'y a pratiquement aucune information sur l'avortement. Donc on fait des informations sur toutes sortes de problèmes de santé ou de solutions de santé publique, mais sur l'avortement, on n'en parle pas. Et je pense que c'est vraiment une des raisons pour lesquelles il faut aujourd'hui reprendre le débat. Parce que s'il y a un encadrement médical, du point de vue des femmes, il y a toujours cette notion de faute et il semble que quand même les pouvoirs publics ne prennent pas en compte cette dimension. Il n'y a aucune raison de stigmatiser les femmes qui ont recours à un acte qui est médicalement légal. Alors en parler, vous venez de le dire, le Centre d'action laïque a toujours combattu cette idée de ne pas en parler. Il en parle, il a édité une brochure en 2011, c'était un dossier scolaire qui s'adressait aux jeunes, qui a été mal reçu par la ministre de l'Enseignement. Pourquoi, pensez-vous? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas communiquer sur l'avortement? Ça choque encore les mentalités. Alors, la raison du pourquoi, il faudrait leur poser la question à ceux qui sont contre, mais je vais replacer un peu le débat. En réalité, en 2010, on a fêté les 20 ans de la loi en Belgique.
Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que des mouvements anti-avortement prenaient de la place dans l'espace public, dans les médias. Et en 2011, avec les centres de planning, avec toutes les fédérations de centres de planning d'ailleurs, on a réalisé un dossier pédagogique avec un film à destination des écoles. Et ce qui s'est passé, c'est que la Direction générale de l'enseignement a informé les écoles que ce dossier existait. Donc elle n'a pas envoyé le dossier, elle a dit aux écoles, le dossier existe, vous pouvez vous le procurer. Ça a fait une guerre carrément scolaire. La ministre est sortie dans la presse en disant qu'on bafouait la neutralité de l'enseignement, qu'on ne parlait que d'avortement, rien que d'avortement, qu'on devait aussi parler d'adoption. Et nous, on a répliqué, écoutez, nous, on parle d'une loi qui existe, on explique comment la loi a été votée, on explique les conditions dans lesquelles ça se passe aujourd'hui. Il y a des jeux de rôle en classe pour voir un peu comment on se positionne personnellement sur l'avortement, parce que c'est une question, voilà, qu'on peut se poser. Ce n'est pas qu'on ne peut pas en parler, au contraire, il faut en parler, et il faut en parler à différents niveaux, au niveau politique, au niveau de la santé, au niveau des mentalités. Et donc, on a été très, très surpris de voir cette réaction, qui était vraiment une réaction, je dirais, épidermique, et on a pris la mesure à ce moment-là du travail qui restait à faire. Oui. Je vous propose de revoir tout ça en images. Un extrait que vous connaissez bien, un documentaire que vous avez réalisé et écrit, Sylvie Losberg, produit par le Centre d'Action Laïque. On reparle de tout cela juste après. On regarde. En Belgique, 75% des avortements sont pratiqués en centre extra-hospitalier. Le nombre annuel est relativement stable, entre 18 et 20 000 par an, et depuis la loi, le taux d'avortement est parmi les plus bas au monde. Pourtant, parler d'avortement, à l'école par exemple, ne va pas toujours de soi. Après avoir organisé une manifestation à l'occasion des 20 ans de la loi en 2010, le CAL, le GACEPA, les centres de planning laïques et socialistes publient en 2011 un dossier pédagogique sur l'avortement qui provoque un tollé. La ministre de l'Enseignement juge que l'administration n'aurait pas dû envoyer une circulaire informant les écoles de l'existence de ce dossier qui parle d'avortement et rien que d'avortement. Au même moment, des opposants belges à l'avortement refont surface et manifestent à Noël pour commémorer la naissance du Christ devant le planning Aimé Jeune à Bruxelles. Pour soutenir les travailleurs du planning, de nombreuses associations se rendent sur place et maintiennent les manifestants anti-choix à l'écart. Donc c'est vrai que c'est la première manifestation qu'on a en Belgique francophone devant un centre de planning, parce qu'en Flandre, malheureusement, ça se fait depuis plusieurs années régulièrement. Donc on pense que c'est la preuve que le mouvement anti-avortement a le vent en poupe et qu'ils sont prêts à passer à l'action. C'est vraiment pour faire peur aux femmes, empêcher les centres de fonctionner, et comme ils le font en France, à terme diminuer l'activité des centres et que l'accès à l'avortement soit dans la pratique même rendu de plus en plus difficile. Et donc ça mène à une ambiance quotidienne d'un combat continu en fait. Ça veut dire que chaque fois que vous allez au travail, vous pouvez avoir des bandes de zigotos qui manifestent devant l'entrée de l'hôpital. Et ça c'est parfois beaucoup plus violent aussi que ce qui s'est fait en Belgique. Il y a parfois des accrochages, la police doit être présente. Ils viennent vraiment près des femmes pour leur dire, vous savez ce que vous faites c'est pas bien, vous tuez un être humain. Donc tout ça participe à la criminalisation de l'avortement et à ceux qui le pratiquent. Face à cette recrudescence des anti-IVG, une vingtaine d'associations du nord et du sud du pays se regroupent dans une plateforme qui choisit le nom d'Abortion Right. Des milliers de citoyens de Belgique, de France, mais également d'autres pays européens signent la charte pour le droit à l'avortement sur le site internet de la plateforme. Outil d'information qui relaie tous les jours les articles qui paraissent sur l'avortement en Europe et dans le monde, c'est aussi un outil de mobilisation. En mars 2012, la plateforme organise une manifestation à Bruxelles pour réaffirmer le droit à l'avortement en Europe. Eh bien voilà, c'était un extrait du documentaire Le corps du délit, Sylvie Losberg, produit par le Centre d'Action Laïque et écrit par vous. Alors, Abortion Rights, on vient de le voir, est-ce une plateforme utile, nécessaire, importante aujourd'hui ? Oui, donc elle a été créée à la suite du retour de ces mouvements anti-avortement en Belgique et en Europe. Et donc l'objectif, c'était d'avoir d'abord une charte qui met en place, au fond, des éléments factuels sur lesquels on peut s'accorder pour le droit des femmes à la santé. Et cette charte a été signée par près de 10 000 personnes à ce jour. C'est aussi une plateforme de mobilisation, puisque quand on a dû faire une grande manifestation, notamment pour l'Espagne, c'est grâce à tous les gens qui ont signé la charte qu'on a pu les contacter et donc les avertir de cette mobilisation. Et puis c'est aussi un outil d'information, puisque tous les jours, il y a une revue de presse actualisée sur l'état de l'avortement dans le monde. Et on peut, par exemple, choisir Chili, Canada,
Et on voit voilà, toutes les informations sur l'état de l'avortement dans le monde et surtout sur la situation des femmes dans le monde par rapport à cette question de santé publique. Alors la situation des femmes dans le monde, mais aussi en Belgique, Isabelle Bomboire, en tant que médecin, quels sont les chiffres en Belgique aujourd'hui? Combien de femmes ont-elles recours en centre de planning, notamment à l'avortement? Alors en Belgique aujourd'hui, et depuis ces dernières années, ça reste assez stable. On est à peu près à 18-19 000 avortements par an. Et ça, c'est les chiffres qui sont émis par la Commission nationale d'évaluation, qui ne englobent pas les chiffres des avortements qui sont pratiqués en milieu hospitalier, en tout cas qu'une partie. Et donc on peut ajouter tous ces avortements. On sait en Belgique qu'il y a à peu près 60% des hôpitaux belges qui ne déclarent pas du tout d'avortement. Or, ils pratiquent des avortements, mais sans le dire. Donc on peut imaginer qu'on est autour de 30-35 000 avortements par an. Mais la majorité des avortements seront pratiqués en centre extra-hospitalier. Pourquoi, pensez-vous? Parce que c'est un combat qui a été mené, c'est vraiment dans ce centre. C'est le rôle des plannings. Oui, voilà, la loi a été aussi impulsée par les centres au départ. Sylvie Losberg, c'est important de casser le cou au mythe. Ce n'est pas parce que l'avortement est permis qu'il y en a plus. L'avortement ne rend pas stérile. L'avortement ne provoque pas le cancer du sein. Tout ça, on casse le cou à ces mythes. C'est important, la communication au centre de planning. Qui veut réagir? Sylvie Losberg? Au fond, les mythes que vous évoquez, ce sont des mythes qui ont été répertoriés par la Commission nationale d'évaluation. Enfin, elle les a en tout cas repris dans son dernier rapport pour dire que vraiment en Belgique, on a un problème de compréhension de ce dont il s'agit. On mélange tout, hein, donc on mélange les maladies, l'avortement, les hausses, les baisses. On intoxique le débat pour créer une espèce de nébuleuse là autour et donc qu'on n'ose pas y toucher finalement. Voilà. C'est un peu ça. La situation, elle est comme elle est. On n'a pas de problème grave en Belgique devant les centres. Il y a quelques centres à Gand ou ici, on l'a vu dans le reportage, une fois à Bruxelles, mais c'est assez limité. Mais par contre, cette chape de plomb, je dirais, idéologique, manifestement, est très très forte. Et c'est ça qu'aujourd'hui, en fait, on doit essayer de faire bouger parce que in fine, ça a une implication. Une implication, par exemple, sur le nombre de médecins qui voudraient faire des avortements. Ben, c'est tellement mal vu que, d'abord, on ne l'apprend pas, mais ça, Isabelle Bomboire pourra certainement en parler, on ne l'apprend pas dans les cursus universitaires, mais il n'y a pas de sensibilisation à la nécessité de pratiquer cet acte médical. Et donc, au fond, on est un peu dans un moment charnière, je pense, par rapport à ça. À la fois un problème de pénurie de médecins, qui est très, très grave en Belgique, mais toujours dans un contexte qui considère l'avortement comme quelque chose de tabou. Alors Isabelle Bomboire, vous le pratiquez chaque jour, j'imagine. Le suivi psychologique en planning familial est essentiel, en fait. La prévention et puis l'accompagnement aussi, j'imagine. Oui, bien que je ne suis pas sûre que ce soit essentiel. Quand on dit le suivi psychologique est essentiel, ça fait partie du processus, mais ça peut alourdir aussi un peu l'avortement. Donc oui, c'est présent, oui, on est là pour accompagner les femmes. Oui. Mais vous voulez dire que les femmes qui viennent chez vous sont déjà convaincues, elles savent qu'elles le veulent et elles le feront. Dans la majorité des cas, elles le savent. Alors, cette proposition qui remet en cause la délivrance de la pilule abortive en planning familial, qui se base sur une loi de 1967 qui n'a jamais vraiment été appliquée jusqu'ici par la région wallonne, c'est un coup dur pour les plannings, les centres de planning familial, vous pensez? Mais donc si on ne peut plus venir chez vous pour cela, c'est pas la délivrance de la pilule abortive, c'est la délivrance de la pilule contraceptive et de la contraception d'urgence. Donc c'est la pilule du lendemain. Et donc c'est là que la loi interdit à d'autres personnes que les pharmaciens de délivrer. Mais le planning familial, depuis sa création, a pour mission de faire de l'éducation à la vie relationnelle et affective. Et donc, ça fait partie de ces missions. Je rebondis sur ce que vous dites. On va regarder un extrait. Nous sommes allés rencontrer en interview Frédéric Brichot du centre de planning familial à Namur, Willy Peers. On en reparle juste après. Techniquement,
On peut toujours distribuer la pilule contraceptive et la pilule du lendemain en centre de planning. C'est juste que par rapport à avant, on la distribuait, la pilule du lendemain en tout cas, on la distribuait à l'accueil. Donc c'était généralement des psychologues ou des assistants sociaux qui distribuaient la pilule du lendemain. Personne qui était formée évidemment dans le cadre du travail. Et voilà, au niveau de la loi fédérale, c'est normalement le médecin ou le pharmacien qui peut distribuer un médicament. Et la pilule du lendemain étant un médicament, donc ça devrait passer dans le centre de planning par le médecin. Pour en tout cas la pilule du lendemain, ça pose un gros problème parce qu'on est dans une contraception d'urgence. Donc ça veut dire que les personnes qui ont besoin de prendre la pilule du lendemain passent spontanément au centre, sans rendez-vous, pendant les heures d'ouverture du centre. Or le médecin n'est pas systématiquement dans le centre à ce moment-là, et lui il a une consultation programmée, une consultation sur rendez-vous. Qui plus est, si on veut être logique, alors à ce moment-là on fait payer une consultation à la personne qui vient voir le médecin pour avoir accès à la pilule du lendemain, et donc on n'est plus sur la gratuité de la pilule du lendemain comme avant. Par exemple, si on prend le centre ici, on a regardé par rapport à avant le problème et à maintenant, on a une chute de 40% des demandes à peu près. Et les 2 derniers mois sont même encore plus catastrophiques. Donc ça veut dire que soit les personnes vont en pharmacie et payent leur pilule du lendemain. Bon, à ce moment-là, elles ont quand même accès à leur pilule du lendemain, mais les personnes qui ont moins de moyens n'ont peut-être pas accès. Soit elles ont difficile à franchir la porte du pharmacien, et donc n'ont pas accès à la pilule du lendemain, et donc se retrouvent exposées au risque d'une grossesse non désirée. Isabelle Bonboire, une réaction par rapport à cela et peut-être aussi aborder ce gros problème en planning familial et ailleurs aussi de formation des jeunes médecins à l'avortement. On ne forme pas en fait en Belgique, pas réellement. On ne forme pas à l'avortement, en effet. Donc, dans aucune des universités, dans le cursus des médecins, dans le cursus général des médecins, il n'y a pas d'information et encore moins de formation à l'avortement sur les pratiques de l'avortement. Comment faire ? Je ne sais pas. Donc, il y a une seule université qui propose une formation plus approfondie, mais sur base volontaire uniquement, et en médecine générale, donc dans le département de médecine générale. Parce que les médecins qui pratiquent pour la plupart encore l'avortement, bientôt partent à la retraite. Donc il va falloir trouver à former la nouvelle jeunesse. Et Sylvie Loosberg, il va falloir aussi trouver à informer les jeunes qui pourraient être confrontés à l'avortement. Voilà, reparlons un peu de l'EVRAS. Comment faire passer le message et comment informer la jeunesse ? Oui, mais je pense que ça va de pair. C'est-à-dire que si on ne parle pas d'avortement aux jeunes, le tabou, il est déjà là. Alors, comment est-ce qu'on va en parler après ? Donc, il est clair que dans ce qu'on appelle l'EVRAS, c'est-à-dire l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, on aborde des tas de sujets qui sont liés à l'intimité, à l'amour, voilà, à tout ce qui est affectif, mais on aborde aussi les questions purement de sexualité, reproductive. Et dans ce cadre-là, l'avortement est évidemment requis. Malheureusement, dans les écoles, il y a aussi cette espèce de frilosité, je pense, pour 2 raisons. La première, c'est souvent le chef d'établissement qui, en fonction de son public, imagine que ça pourrait le choquer, et donc il se réfrène un peu d'aborder un sujet comme celui-là. Et d'autre part, il y a ce qu'on appelle la liberté parentale, c'est-à-dire qu'en Belgique, les parents peuvent décider pour leurs enfants, voilà, notamment les convictions religieuses, les cours de ceci, les cours de cela. Bon, et eh bien, l'avortement, ça fait aussi partie de ces questions. La cellule familiale, il faut rester dans la cellule familiale. Ça doit rester dans le droit des familles. Et donc, on pourrait revenir sur cette question. Voilà, attaque ou atteinte, crime contre l'ordre des familles. Voilà. Et je pense qu'on est dans un moment de société qui est très différent. Je veux dire, on n'est plus dans la famille nucléaire traditionnelle. Et puis, ceux qui veulent le vivre, ils peuvent.
Et puis les autres, ils ont d'autres choix. Et donc la question de l'avortement, c'est une question de choix, de décision personnelle. Le problème, c'est que c'est toujours d'autres qui décident pour les filles et les femmes. Donc c'est les familles, c'est les médecins, parce qu'il y a des médecins qui ne veulent pas faire d'avortement. C'est aussi, je dirais, la société en général qui leur envoie un message très négatif. Et je ferai juste un petit parallèle avec les grossesses précoces en Belgique. On a beaucoup de grossesses précoces en Belgique aujourd'hui et les jeunes filles sont valorisées dans ce rôle de mère alors qu'elles ont peut-être 15, 16 ou 17 ans. Mais la suite de leur vie, elles seront seules avec cette question, avec leur enfant. Et je pense que là, on a quand même vraiment un rôle très, très important à jouer. Dans les écoles, il faut exiger une généralisation de ce qu'on appelle les VRAS pour tous les élèves, dans toutes les filières et à tous les niveaux. Ça me semble vraiment un élément essentiel pour offrir à notre société et à nos enfants des espaces de choix et de décision. Alors, c'est amusant, Isabelle Bomboir, on refuse d'informer, mais par contre, en planning familial, on impose, c'est une durée légale, entre le premier rendez-vous, première prise de contact, et l'intervention, 6 jours. C'est assez étrange, ce n'est qu'en Belgique, ou en tout cas la France n'a pas cela. Pourquoi ? À quoi est-ce que ça sert, en fait ? Pourquoi ? Parce que la loi l'impose, donc comme elle le disait tout à l'heure. Mais ça ne sert à rien. Pas que ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on est organisé en fonction de ce délai qui est obligatoire et donc on est bien organisé autour de ce délai. Maintenant, j'ai envie de rebondir sur ce que Sylvie disait par rapport au choix des femmes et on pourrait aujourd'hui se dire qu'on peut faire confiance aux femmes et leur rendre cette décision finalement et le choix du moment où elles font l'avortement. Aujourd'hui, demain, dans 6 jours, dans 15 jours, on pourrait faire confiance aux femmes et aux équipes qui les accompagnent. Alors, par rapport au statut juridique, on va en dire un mot ou deux. Statut juridique du fœtus, on en parle beaucoup pour le moment. D'aucuns voudraient ramener ça à des semaines beaucoup plus basses. Enfin, est-ce que ça, c'est un risque pour l'avortement ? Est-ce que là, on touche au droit essentiel de la femme à disposer de son corps si le statut est donné au fœtus ? Alors, c'est vraiment un débat d'actualité puisqu'il va reprendre ici dans 1 ou 2 semaines en commission justice de la Chambre et le Centre d'action laïque est monté au créneau il y a déjà plusieurs mois de cela. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on débat d'un statut au fœtus mort-né. Il s'agit des fausses couches tardives, donc des femmes qui ont une grossesse qui s'interrompt brutalement à partir de 4, 5... 6 mois de grossesse. À 6 mois de grossesse, c'est considéré comme un enfant mort-né. Et donc, il y a toute une série de démarches administratives, de reconnaissance de l'enfant mort-né. Et avant 6 mois, ce n'est pas un enfant, c'est un fœtus. Et donc là, il n'y a pas cet encadrement, on va dire, administratif. Mais par contre, il y a évidemment un encadrement affectif, socio-affectif ou psychosocio-affectif qu'il faudrait d'ailleurs développer parce qu'il ne l'est pas suffisamment. Donc pourquoi est-ce qu'on est sorti du bois, je vais dire ? Parce qu'en fait, on sait très bien que dans d'autres pays européens, où il y a des lois qui permettent l'avortement, quand on donne un statut juridique au fœtus, ça empêche l'avortement. Voilà. Et en Belgique, on est confronté à une cécité par rapport à cet enjeu. On a vraiment dû convaincre les députés et les représentants des citoyens que, pour nous, c'était un danger potentiel et qu'il y avait d'autres manières d'aider ces couples et ces femmes que de donner un statut juridique avec un acte de naissance qui, pour le CDNV, devrait intervenir dès le premier jour de la grossesse, si jamais la grossesse ne tient pas. Donc, je veux dire, on est dans le délire total. Et donc là, on a quand même réussi, je pense, à conscientiser les parlementaires en leur disant faire quelque chose pour ces couples, très bien, mais ne mettez pas en place une stratégie politique qui est en fait une stratégie anti-avortement. Une question qui sera redébattue puisqu'elle fera l'objet d'une prochaine émission Libre Ensemble. Mais je profite de cela pour rebondir et sortir de nos frontières, Sylvie Losberg, Isabelle Bomboir, avec un second extrait du documentaire Le corps du délit qui ouvre notre regard sur ce qui se passe ailleurs dans le monde. On se retrouve juste après pour en discuter. En Europe, 4 pays interdisent encore l'avortement. Chypre, Malte, la Pologne et l'Irlande. La législation irlandaise est en effet la plus restrictive d'Europe. Les femmes y risquent jusqu'à 14 ans de prison. Votée en 2013, la loi sur la protection de la vie pendant la grossesse aggrave encore la situation. Que les femmes aient subi un viol, que le fœtus ne soit pas viable ou que leur santé soit menacée, elles sont surveillées par des médecins et obligées de mener leur grossesse à terme. Pour elles, une seule solution,
partir avorter à l'étranger. En juillet 2014, les Nations Unies ont déclaré que l'Irlande bafouait les droits humains et les obligations internationales. Mais rien n'y fait. En Pologne, où l'IVG était libre et gratuit depuis 1956, l'accès à l'interruption de grossesse a été radicalement limité dès 1993, sous l'influence renforcée de l'Église catholique après la chute du régime communiste. Le poids de l'Église catholique qui impose ses opinions qui, bien entendu, sont discriminatoires, comme dans le cas de toutes les grandes religions, discriminent les femmes. À Chypre, l'IVG est puni de 7 ans de prison, sauf en cas de viol ou d'anomalie du fœtus, tout comme à Malte. Mais dans les faits, la pression sur les femmes est terrible, et pas seulement en ce qui concerne l'accès aux soins de santé. Afin d'aider les femmes qui ne trouvent pas de solution dans leur pays, l'association Women on Waves a eu l'idée d'aller à leur rencontre pour leur permettre d'avorter dans les eaux internationales sur un bateau médicalement équipé. Après Women on Waves, l'association crée Women on Web, un outil informatique qui permet aux femmes du monde entier de se procurer sur demande les nouvelles méthodes d'avortement par médicament, possible jusqu'à 9 semaines de grossesse. Sylvie Losberg, que se passe-t-il dans le monde? Et ce n'est pas toujours comme on le pense, en fait. Racontez-nous. Oui, donc en réalité, l'avortement est toujours un enjeu. On sait qu'en Afrique, en Amérique latine, la situation est catastrophique pour les femmes. Je rappelle qu'il y a quand même près de 50 000 femmes qui meurent chaque année dans le monde des suites d'un avortement non médicalisé et qu'on compte les femmes qui ont des séquelles par millions. Hein, okay. Oui, j'avais noté 7 millions. Voilà, 7 millions. C'est énorme. Alors, la question, c'est qu'il y a des pays, par exemple comme le Maroc, où c'était totalement interdit, où on a ouvert le débat. Bon, pour le refermer assez vite, mais enfin, on a quand même ouvert. Idem au Chili, la situation est très, très compliquée, mais il y a eu 2 femmes en course pour la présidentielle, donc c'est devenu un enjeu électoral. Donc il y a des endroits où ça bouge, bon, on en parle alors qu'on n'en parlait pas, c'est déjà une bonne chose. Par contre, aux États-Unis, par exemple, où la législation est différente suivant les États, ces 4 dernières années, il y a eu 300 mesures de restriction de l'avortement. Et c'est des mesures assez humiliantes. On oblige les femmes à lire des choses sur les bébés, sur les embryons. Au Canada, la ministre de la Condition féminine est anti-avortement, ce qui paraît totalement paradoxal. Et en Europe, par exemple, en Italie, les médecins utilisent la clause de conscience. 80% des médecins refusent de faire des avortements. En Hongrie, statut du fœtus, et donc pas d'avortement malgré qu'il est légal. C'est pas gagné. Mais par contre, en France, le gouvernement qui était confronté à la manif anti-mariage pour tous et anti-avortement a une politique très volontariste. Donc, elle a Najat Vallaud-Belkacem, entre autres, et la ministre de la Santé, ont totalement dépénalisé l'avortement, elles ont supprimé la notion de détresse, elles ont supprimé le délai entre les consultations, et au Luxembourg, on a carrément sorti l'avortement du code pénal. Le Luxembourg avait la même législation que la nôtre. Voilà, c'est encore un débat qui va être largement débattu. Malheureusement, il restera encore des heures à parler de cela, mais notre émission se termine bientôt. Et j'avais envie de conseiller à nos téléspectateurs de consulter ceci. Alors, sortir l'avortement du code pénal, oui, non, une réaction assez rapide de part et d'autre. En tout cas, c'est la position du Centre d'action laïque. Aujourd'hui, il faut sortir l'avortement du code pénal. Ce n'est pas un crime contre les familles, ce n'est pas un crime contre la morale publique, c'est une mesure de santé publique indispensable. Et en Europe, au cœur de l'Europe, la Belgique a un rôle à jouer. Elle a 2 voisins qui ont eu le courage de le faire. On verra bien. Si... Abortion Rights, il faut aussi aller consulter le site et réagir et signer la charte. Absolument, tout à fait. Isabelle Monboir, vous êtes d'accord avec ça, j'imagine? Évidemment. Ok. Merci toutes les deux. Voilà, on est un peu pressés par le temps, mais on en rediscutera, c'est certain. Merci de nous avoir aiguillés et éclairés sur ces sujets. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous pour un autre Libre Ensemble, une autre thématique laïque. À très bientôt et on vous retrouve avec plaisir.